Invité de Célébdo, invité exceptionnel, il est en duplex depuis le siège de la France Insoumise, président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et député de Marseille. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de la catastrophe économique, de la catastrophe sociale qui accompagne la propagation du coronavirus. Mais un mot d'abord sur le professeur Didier Raoult. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces débats sans fin autour de sa personne, comme si nous étions tous devenus épidémiologistes et comme s'il fallait avoir une religion sur la question de la chloroquine? Je pense que si la question avait pu, dès le début, être traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un sujet scientifique et de médecine, sans doute il n'y aurait pas eu cet emballement. Mais il y a eu de la part d'un certain nombre de gens une volonté de diaboliser le professeur Raoult qui a donné le résultat exactement inverse, comme il fallait s'y attendre. Bon, ça ne mérite pas une guerre de religion, hein, ça mérite juste une discussion un peu détendue. Mais le président de la République a quand même contribué peut-être à détendre cette atmosphère aujourd'hui. Moi, ce qui m'a intéressé dans le contact avec lui, c'était bien sûr de découvrir sa personnalité. C'est quelqu'un qui m'a paru être sans haine, sans règlement de compte, et qui avait un argument qui m'a laissé assez pantois. Il m'a dit, chacun des 2 médicaments que je recommande, il y a déjà plus d'1 milliard de personnes qui s'en servent tous les jours depuis des années. Alors voilà, bon, mais je ne veux pas aller plus loin parce que qui suis-je pour avoir un avis sur la question? Cependant, encore une fois, il faut redire à ceux qui gouvernent et qui croient que les gens sont des choses. L'art de gouverner, c'est l'art en démocratie, de faire consentir à des mesures en prouvant qu'elles sont nécessaires. Ouais. Tout ce qui procède de l'arbitraire, du décret, de la diabolisation est mal vécu. Tout à l'heure, vous parliez du déconfinement. Bon, il vaut mieux en parler, y réfléchir. D'abord, ça rend le confinement supportable parce qu'on en voit le bout. Figurez-vous quand même en prison, on dit aux gens que leur situation s'améliorera s'ils se tiennent bien. Et là, on dit à 65 millions de personnes une chose absolument contradictoire, rester à la maison mais aller au travail. Bon, déjà, ça commence mal. Et tout est mené de cette façon qui fait que les braves gens qui veulent bien croire et obéir aux consignes, en réalité ne savent plus à quoi ils doivent obéir. Mais je le dis en souriant, Jean-Luc Mélenchon, mais dans ces cas-là, que reste-t-il de l'insoumission s'il faut absolument obéir à ce que demande le pouvoir? On peut rester insoumis, même dans des circonstances exceptionnelles comme celle-là? Ah, bien sûr, parce que l'insoumission, c'est un état d'esprit, une manière d'être, qui toujours va chercher à comprendre et à discuter, à assimiler et à ne consentir à l'ordre que s'il paraît rationnel et conforme à ses propres valeurs morales. Bon. Voilà ce que ça signifie. L'insoumission, c'est une autre manière de parler de l'émancipation, c'est-à-dire décider par soi-même, être son propre maître dans sa vie comme dans sa mort. Moi, je sais que si on m'interdisait d'approcher mes vieux parents mourants, il est vraisemblable que je n'obéirais pas, parce que, comme Antigone, dans la fameuse pièce de Sophocle ou d'Anouilh, je penserais qu'il y a un devoir humain qui est supérieur à ce que la loi me prescrit et j'assumerai de devoir pâtir de l'application de la loi si du moins j'ai respecté la loi humaine qui s'impose à moi. Vous comprenez, la vie des êtres humains n'est pas faite ni que de raison ni que de passion. Et il faut donc trouver un chemin entre les deux, convaincre et rendre ce qui est décidé et ordonné supportable. Le confinement à vie, l'isolement de nos vieux parents, ce n'est pas tenable. Donc il faut trouver des amodiations, des manières de combiner la rigueur de la loi et l'application des devoirs humains. On voulait vous entendre sur les conséquences économiques, la catastrophe économique et sociale en cours. On va y revenir avec vous, Jean-Luc Mélenchon, juste après un état des lieux avec Antoine. Salut Antoine, tu nous as rejoint. Oui, ravi d'être là. Les chiffres sont étourdissants, chiffres économiques. Celui du PIB, pour commencer, il s'est effondré au premier trimestre. Moins 6% en 3 mois, selon la Banque de France. Le PIB avait déjà diminué en fin d'année dernière. 2 trimestres consécutifs de baisse. Vous savez ce que ça signifie. La France est donc officiellement en récession. Quelques autres chiffres pour comprendre l'ampleur de la crise dans le pays. L'industrie ne tourne qu'à un quart de ses capacités et les secteurs les plus touchés affichent déjà des baisses vertigineuses de chiffre d'affaires, 80, 90, voire 100% même de baisse. Peu, voire pas du tout de revenus, donc pas de salaire et du chômage partiel. Près de 670 000 entreprises en ont fait la demande au gouvernement, ce qui représente 6 300 000 personnes. La situation est inouïe. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une crise équivalente à celle de 1929, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour qui la réponse doit être nationale, et elle l'a été, mais aussi européenne.
Imaginez demain qu'après une crise d'une violence qui est comparable qu'à celle de 1929, vous ayez des États qui redémarrent très vite, parce qu'ils en ont les moyens, et d'autres qui redémarrent très lentement, voire qui continuent à souffrir, qui n'ont pas des hôpitaux en bon état parce qu'ils n'ont pas les moyens de les financer, qui ne peuvent plus financer leur investissement, plus se moderniser, pas soutenir certains pans de leur industrie. Mais l'Europe ne résistera pas à cela. Elle explosera si elle ne fait pas preuve de solidarité. Voilà, la réponse européenne est là, elle est arrivée jeudi après des discussions difficiles, 500 milliards d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance à venir, mais pas de mutualisation de la dette. Les Corona Bonds dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours et défendu il y a quelques instants par Bruno Le Maire, une mutualisation de la dette voulue aussi par certains pays du Sud, l'Italie et l'Espagne notamment. Des mesures prises donc pour aider les entreprises à tenir le coup, à s'entretenir comme un sportif. L'image est de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Elle était votre invitée à Lille jeudi matin sur France Inter. Je pense que c'est une crise qui est très brutale, qui est temporaire. Si vous voulez, la rapidité de rebond va dépendre de deux facteurs. Le temps durant lequel elle est à l'arrêt ou semi-arrêt et les mesures que l'on prend pour maintenir le sportif en état de reprendre ses courses après. Qu'est-ce que vous pensez de Christine Lagarde, Jean-Luc Mélenchon et des décisions prises par la Banque Centrale Européenne? Est-ce que vous dites merci, vous nous permettez de faire face à la crise et de sauver ce qui peut l'être? Ou est-ce que vous avez toujours un regard critique sur l'action de la Banque Centrale Européenne? Ah oui, je suis consterné par la sottise de ce qui a été décidé et par le tam-tam trompeur qui est fait autour. 540 milliards, disent-ils, la plupart de cet argent n'est pas fait d'argent frais qu'on met dans l'économie, ce sont des garanties de prêts, ce sont des reports de paiement, etc., etc. Et 540 milliards, bien sûr, pour celui qui écoute, on dit « Ah ben ça fait beaucoup ». Ouais. La vérité, c'est que c'est 2 fois rien, car la Banque Centrale Européenne a avancé 2000 milliards au cours des 2 années qui viennent de s'écouler, gratuitement aux banques privées, parce qu'on craignait une récession de 1 point. Là, nous sommes sur 6, 7. Les Allemands sont à 9 points de récession pour leur premier trimestre. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de mobiliser une pseudo-somme qui est égale au quart de ce qui a été mobilisé pour un problème bien moins important. Pour comprendre, ça vous semble insuffisant ? Mais c'est dérisoire, c'est pas insuffisant. C'est dérisoire. Mais il faut bien comprendre une chose. C'est que là-dedans, il y a des gens qui ont des comportements rationnels. Les Pays-Bas et l'Allemagne, principalement l'Allemagne qui est la grande puissance dominatrice de l'Union européenne. Au passage, elle se débarrasse de ses 3 premiers concurrents que sont la France, 2e économie, l'Italie, 3e économie, l'Espagne, 4e économie. Je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, Madame Lagarde dira, vous avez dit vous-même, vous avez dit, bon, on verra ceux qui rebondissent et qui seront, ou sinon l'Europe se fracassera. Mais pardon de vous dire qu'on se fiche de savoir si l'Europe se fracassera. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel état seront nos sociétés. Si vous avez une seule nation qui s'en sort, l'Allemagne, avec les Pays-Bas, et que tous les autres sont conduits à une clochardisation dont on a une idée déjà aujourd'hui quand on voit qu'on attend les avions chinois pour faire des masques. Donc vous voyez, vous avez un avant-goût de ce que c'est qu'un pays clochard. C'est un pays qui attend que les autres le tirent d'affaire, qui supplie qu'on veuille bien leur faire des livraisons. Alors, écoutez bien, Ali Badou, pendant qu'on fait ça, qui est dérisoire et qui ne va tourner qu'à l'avantage d'un seul pays, peut-être, l'Allemagne, qui pourtant dépend beaucoup du reste du monde. Pendant ce temps, la banque, les Anglais ont décidé exactement le contraire. C'est-à-dire que la Banque centrale anglaise donne directement de l'argent à l'État anglais. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont fait encore plus incroyable. La Banque centrale américaine s'est portée garante de tous les emprunts. Les États-Unis d'Amérique, paradis du capitalisme, sont dorénavant un pays où le risque, qui justifie l'existence du capitalisme jusque-là, n'existe plus. Et nous, pendant ce temps, quand on dit qu'il faut annuler la dette, oui, pays européen, qui n'a rien à faire, c'est de la technique, on ne le fait pas. Est-ce que vous avez peur qu'après la crise, on ne puisse pas échapper à l'austérité, pour le dire très simplement, que pour rembourser les dettes, ou en tout cas pour les prêts qui sont faits aujourd'hui à l'État français, Badou, il y a des conditions? Non, personne ne paiera jamais la dette. Rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. Dans l'histoire, jamais personne n'a remboursé des dettes de cette nature. Vous ne pouvez pas avoir comme projet de société de dire aux générations qui arrivent, qui viennent pleines de vie et d'espérance, leur dire « Écoutez, nous avons un projet pour vous, remboursez la dette pendant les 100 prochaines années ». Ça n'aura pas lieu. Parce que sinon, la sortie
ne sera pas seulement calamiteuse, c'est avant même la sortie que ce sera un désastre. Oui. Que croyez-vous, Ali Badou? Qu'un matin se lèvera et on dira c'est la fin de la crise et maintenant tout le monde sort dans la rue et fait ce qu'il veut? Non, c'est une période longue. Donc si nous ne changeons pas l'ensemble de nos manières de fonctionner, nous irons à un désastre. Mais je ne veux même pas aller si loin. Je veux juste en rester au moment dans lequel nous sommes. Justement. Il faut annuler la dette pour redonner aux États de la respiration. On entend Jean-Luc Mélenchon, des voix s'élever en France, ailleurs aussi en Allemagne, dans les milieux d'affaires, aux États-Unis, des voix qui réclament qu'on sorte rapidement du confinement. Autrement, la catastrophe économique et sociale sera tellement importante qu'on ne pourra jamais s'en remettre. Il faut choisir, disent-ils, ses priorités, la santé ou l'économie. Est-ce que vous acceptez cette alternative et est-ce que c'est effectivement le choix auquel sont confrontés tous les pays aujourd'hui? Non, si vous voulez, il y a un très bel auteur qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'entraide, de Pablo Servigne, qui disait « Si vous entrez dans les catastrophes avec la mentalité de l'égoïsme social de la période précédente, la catastrophe va vous cuire davantage. » Si on explique qu'on met sur le même plan la qualité de la vie humaine, l'amour qu'on se porte les uns aux autres et à nos proches, avec le mouvement des affaires, c'est que nous avons cessé d'être des êtres humains pour devenir des robots. Non, on ne peut pas opposer les choses comme ça. Au contraire, il faut chercher le point de passage, la manière d'avancer qui combine les différentes nécessités. Mais encore une fois, il faut compter sur les gens, sur les êtres humains, faites-leur confiance. Ouais. Si vous convoquez des gens au travail, mais qu'une fois qu'ils sont au travail, il n'y a aucun moyen de garantir sa survie, les mesures sanitaires, évidemment, vous leur demandez de se suicider. Personne n'a envie de se suicider. Donc, faites confiance aux salariés pour qu'ils organisent eux-mêmes les conditions sanitaires optimales de la production. Et puis, il y a des millions de gens qui sont en train de sombrer dans la misère la plus absolue en ce moment, pas demain à la sortie de crise ou je ne sais pas quoi. Donc, oubliez l'idée que l'économie telle que vous l'avez connue puisse redémarrer. Ça, c'est absolument impensable. Alors justement, vous allez nous dire si vous avez le sentiment que nous assistons à la fin d'un monde, le monde tel qu'on le connaît, et si on peut déjà commencer à réfléchir à l'après, au monde d'après. Avant votre réponse, Jean-Luc Mélenchon, un état des lieux, Antoine, de plusieurs pistes de réflexion qui ont été publiées ces derniers jours. Oui, plusieurs intellectuels, plusieurs économistes, plusieurs chercheurs ont tenté de répondre à cette question. Change-t-on de monde actuellement? Tous s'accordent sur un point, le monde tel que nous le connaissions il y a encore un mois est mort et les choix que les gouvernements doivent faire vont profondément changer nos vies, choix économiques et choix politiques essentiellement. Commençons par la politique. Le monde d'après pourrait être plus autoritaire. Ce sont les démocraties occidentales qui sont le plus frappées par le virus. Ce sont elles qui sont le plus secouées, ébranlées par cette crise. Les libertés, on en a parlé il y a quelques instants, y ont été restreintes. Elles pourraient l'être encore à l'avenir. Le système d'autorité fondé sur la protection des droits individuels peut même s'effondrer. C'est ce qu'écrit Jacques Attali sur son site internet. Un avis partagé par l'historien israélien Yuval Noah Harari dans le Financial Times. Il souligne les deux choix que doivent faire nos gouvernements. Le premier, c'est entre la surveillance totalitaire et l'autonomisation des citoyens. Le second, dit-il, c'est entre l'isolement nationaliste et la solidarité mondiale. Et sur ce dernier point, il n'est pas très optimiste. Une paralysie collective a saisi la communauté internationale, phénomène dont le symbole est l'attitude des États-Unis. Ils ont renoncé, écrit Harari, à leur rôle de leader. La crise actuelle est la première d'un monde post-américain, dit même le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, Thomas Gomard, un entretien accordé au Monde. L'absence de leadership des États-Unis, dit-il, est inédite. C'est la fin du multilatéralisme tel qu'on l'a connu depuis des décennies. La fin d'un monde aussi en économie, en tout cas la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, la mondialisation galopante. Exactement, c'est ce que pense et c'est ce que souhaite aussi Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, l'a dit dans Libération mardi. Le moins d'importations possible, une économie davantage tournée vers le marché intérieur continental avec des bons salaires et de meilleurs prix pour rémunérer ceux qui produisent ici. Des propos qu'on peut résumer en deux mots. Démondialisation, c'est ce que défend Arnaud Montebourg depuis une dizaine d'années, et relocalisation. La relocalisation, c'est aussi ce qu'entrevoit Dominique Strauss-Kahn, autre ancien ministre de l'économie, autre ancien socialiste. Il est fort probable, dit-il, que la crise conduise à des formes de relocalisation de la production régionale, sinon nationale. La relocalisation d'une partie de la production aura un coût,
dit-il, mais la crise que nous vivons peut suffire à en faire la pédagogie. Extrait là d'une très longue tribune qu'il a publiée sur Slate.fr. Pour lui, par ailleurs, le monde d'après risque d'être encore plus inégalitaire entre les pays. Les pays pauvres vont s'appauvrir si rien n'est fait et les pays riches s'enrichir. Cela dit, certains voient le monde d'après bien différemment. La démondialisation, ils n'y croient pas. Pour eux, la mondialisation n'est pas morte. Elle entre simplement dans un nouveau chapitre de son histoire. C'est ce que dit notamment un auteur et financier américain, Zachary Karabel, dans un texte publié par le Wall Street Journal. Il y aura sûrement une relocalisation de la production, du moins dans les pays qui peuvent se le permettre. Mais quand cette crise sera passée, nous allons voir la confirmation de ce que nous savons déjà sur la mondialisation. Il est facile de la haïr, il est aisé de l'attaquer, mais il est impossible de l'arrêter. Commentaire Jean-Luc Mélenchon, l'avenir est à la démondialisation, trop facile d'attaquer la mondialisation telle qu'on l'a connue ces dernières décennies, trop facile de la haïr, impossible de l'arrêter. Écoutez, d'abord je voudrais d'abord vous dire combien pour moi toutes ces contributions intellectuelles sont un moment de bonheur intense, parce que ce sont les thèses que je défends et que j'ai défendues et qui se trouvent mises en mesure gouvernementale. Pardon, mais le monde ne vient pas de commencer. Il est possible que toutes sortes de gens le découvrent seulement maintenant, mais il y a maintenant plus d'une décennie que des gens réfléchissent, proposent et font vivre un modèle alternatif. Pour ma part, j'ai une contribution, ça s'appelle l'Avenir en commun, c'est le programme que j'ai présenté aux présidentielles dernières. Ce n'était pas un document pour sacrifier un rite électoral, c'est une pensée sur le monde. Non mais pardon, j'y tiens parce qu'il y a aussi une certaine dignité de la vie politique qui ne peut pas être faite comme ça, comme si le monde recommençait tous les jours. La mondialisation, elle a toujours été, toujours. L'Empire romain est une mondialisation, l'Empire égyptien en était une. Par conséquent, ce n'est pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est la globalisation, c'est-à-dire le fait que toutes les activités humaines soient prises dans un même filet de la finance mondiale et rendues de cette manière interdépendantes et donc dépendantes d'un incident n'importe où. Donc nous allons vers la relocalisation. C'est souhaitable chaque fois que c'est possible, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Donc il n'y aura pas moins à faire demain, il y a à faire tout autrement, mais de manière tout aussi intense, et même plus, parce que pendant que nous dissertons, le changement climatique, lui, continue. Et par conséquent, il va produire ses effets dévastateurs, et il faut que nous ayons une société, non pas de plus en plus autoritaire, mais de plus en plus solidaire pour faire face aux catastrophes. Mais je suis d'accord pour dire que le risque est là. Puisque vous parliez d'écologie, Jean-Luc Mélenchon, vous avez forcément vu ces images, celles de Rorqual, ces baleines tout près des calanques de Marseille, une image très inhabituelle. Qu'est-ce que cette vidéo vous inspire? Est-ce que vous aimez voir la nature reprendre ses droits, ou est-ce que c'est le signe que quelque chose ne va pas, puisque les baleines ne sont là que parce que les hommes ont disparu de ces espaces-là? Bien sûr que quelque chose ne va pas. C'est que sur la lancée sur laquelle nous sommes, nous allons détruire l'écosystème compatible avec la vie humaine. Mais vous savez, la nature, elle s'en fout de vous, et de moi et de tout le monde. Si nous disparaissons demain, il y aura des virus, il y aura peut-être encore sans doute des cafards, des fourmis, et que sais-je encore. La nature continuera toujours. Ce que nous protégeons, c'est l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et puis, au-delà de l'écosystème, disons la beauté du monde. Si nous en sommes incapables, nous disparaîtrons. Et puis voilà, bon, c'est à l'échelle de l'univers, vous savez, c'est pas grand-chose tout ça. Non, mais je préfère garder l'image d'espoir que vous venez de formuler, Jean-Luc Mélenchon. Question, la dernière, elle est beaucoup plus prosaïque. Il ne s'agit pas de contempler la beauté du monde et de la nature, mais de regarder le président de la République à la télévision lundi soir. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ? Attendre de lui. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il renonce au ton un peu brutal là, qu'il avait pris à un moment donné. Il a dit « Ouais, tout le monde devra rendre des comptes après, doucement, doucement. » Non, tout le monde ne rendra pas des comptes. Et ceux qui rendront des comptes, c'est les responsables, pas les autres. Alors, je sais ce qu'il va faire. Il va nous faire une grande dissertation. Il va nous voler nos mots. Et il va dire, maintenant, le meilleur défenseur de l'écologie, du développement humain, c'est moi. Mais ça, on a déjà entendu une fois M. Sarkozy le faire avec un certain talent. À l'époque, après 2008, il avait fait un discours quasiment gauchiste, où il disait que c'en était fini de l'argent roi et de tout ça. On a vu ce que ça donnait après. Mais à l'époque, il faut leur reconnaître ça. Ils ont sauvé le capitalisme mondial. Là, personne ne sauvera l'humanité du bazar qui s'avance. Alors, il va nous faire ça, et puis après, il va nous faire quelque chose sur l'union nationale. Peut-être qu'il va proposer un gouvernement d'union nationale et peut-être qu'il y aura des gens qui trouveront ça bien. Et puis, ou alors l'inverse, il va nous menacer tous et continuer à renforcer les contrôles, la surveillance.
Pour le reste, il va nous Ouais. dire qu'il y a 100 milliards qu'il a mis sur la table, personne ne regardera le détail, que les élections seront reportées, tout ça, je peux vous écrire le discours d'avance. La seule inconnue, c'est à la fin, qu'est-ce qu'il propose de faire concrètement. Et moi, la question que je lui pose, c'est oui ou non, est-ce que vous allez vous décider à réquisitionner l'industrie textile pour qu'on ait des masques? Est-ce que oui ou non, vous allez vous décider à faire un plan pour savoir où on va héberger les gens qui sont malades quand on va déconfiner? Est-ce que oui ou non, vous allez nationaliser les entreprises en faillite aujourd'hui qui produisent des biens nécessaires pour la lutte contre l'épidémie? Bon. Vous aurez la réponse lundi soir, Jean-Luc Mélenchon, en regardant la télévision. Est-ce que vous portez un masque par Comme curiosité quand vous sortez dans la rue? Non. Non, je n'en ai pas. Et puis, je le regrette beaucoup. J'en aurai quand on nous dira d'en mettre et qu'on me dira comment m'en procurer. Parce que, vous savez, il existe une surveillance extrêmement malveillante qui fait que dès qu'un homme politique comme moi apparaît, si je porte un masque, on va me dire où vous l'avez pris, alors que pendant ce temps-là, des médecins meurent. Bref, j'essaye de me comporter d'une manière qui soit le plus conforme possible à ce qu'on peut attendre de moi. Au demeurant, je ne croise personne dans la rue, tout le monde s'évite. Vous savez, en ce moment, tout ce qui va avec le confinement est profondément anti-humain. Nous autres, les êtres humains, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de faire des gestes. Et nous sommes continuellement brutalisés dans notre humanité. Alors, je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour abaisser le niveau d'agressivité qu'il y a dans la société. Et mon rôle, c'est de me comporter le plus à la moyenne possible pour ne pas donner de l'irritation ou provoquer de la polémique autour de moi. En tout cas, c'était le cas. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à nos questions.